Déjà, je voudrais remercier l'Union locale et l'IHS pour l'organisation de cette journée. Il marche pour prêcher pour ma paroisse, parce que ça n'a pas été précisé, je voudrais quand même préciser que les camarades Frachon et Croizat étaient des métallos, ce qui pour moi est important. Le camarade Saillant, en plus d'être socialiste, il était du bois, comme quoi personne n'est parfait. Alors c'est bien de commémorer l'histoire de nos dirigeants, dont certains sont morts, mais moi je voudrais... il n'y a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui dans la salle, mais si on avait un message à faire passer à la jeunesse, je pense que ce qu'il faut préciser, c'est ce qu'était la vie des salariés avant 36 et 45. Les salariés, les ouvriers, ils travaillaient 10, 12 heures par jour, 6 voire 7 jours par semaine, sans... si tu étais malade, c'était pour ta gueule. Si la retraite, si tu avais un accident, tu pouvais compter que sur la solidarité de tes collègues ou de ta famille. L'espérance de vie pour les ouvriers, 50 ans à l'époque. Tout à l'heure à la radio, j'entendais l'histoire du paysan qui avait dû vendre 2 de ses 3 vaches. Alors déjà, il avait 3 vaches. Ça ne devait pas être le plus pauvre de la bande. Mais il avait dû vendre 2 de ses 3 vaches pour payer l'opération parce que son gosse, il avait la panicite. C'était ça la vie avant tous ces conquis sociaux. Moi, je voudrais aussi insister sur l'état d'esprit qui animait les camarades à l'époque, qui peut se résumer en 3 mots. C'est les mots de Ambroise Croizat, qui sont, je les ai notés, mais je les connais de toute façon. De toute façon, c'est santé, culture et loisirs. Et dans cet ordre d'idées, dans cet état d'esprit, à la métallurgie, en 1945, il y avait 5 millions d'adhérents à la CGT, il y en avait quasiment 1 million à la métallurgie. Et donc les camarades se sont posés ces questions d'émancipation de l'ouvrier et ont créé des centres de loisirs, des centres de réinsertion professionnelle, parce qu'il y avait des camarades qui étaient blessés par la guerre et qu'il fallait réinsérer professionnellement. Et y compris, on est devenu propriétaire d'une maternité qu'on a toujours, qui est la maternité des Bleuets à Paris, qui est la première maternité de France à avoir pratiqué l'accouchement sans douleur. Et voilà, c'était pour insister sur cette idée d'émancipation du salarié, du paysan, du citoyen, et tout ce qu'on leur doit aujourd'hui, et qu'effectivement, il y a une partie de la jeunesse qui tend à part s'en rendre compte. Un dernier petit mot qui m'a interloqué dans le film, c'est l'idée de continuer notre lutte dans l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est une vraie problématique. Quand on passe le tourniquet, on est toujours des citoyens. Et aujourd'hui, une des grosses difficultés qu'on a, c'est de discuter des sujets politiques et sociétaux dans nos entreprises. Merci mes camarades. Oui, vous avez bien expliqué que l'époque se prêtait, disons, à des changements importants, avec d'un côté la nécessité d'une unité, puis petit à petit cette unité s'est un petit peu fragmentée, elle existait déjà un petit peu sous l'occupation. Moi, ma question porte sur la sécurité sociale. J'aimerais savoir pourquoi on n'a pas réussi à intégrer tout le mouvement des mutuelles, même s'il y a eu des nationalisations de certaines assurances. Pourquoi on n'a pas réussi à créer un mouvement homogène de sécurité sociale et laisser disons, tout le milieu mutualiste perdurer par la suite, dont la nécessité n'était pas absolument évidente. Est-ce qu'il y a eu des mouvements d'opinion, des rapports de force? Qu'est-ce qui a fait que ce mouvement perdure aujourd'hui avec, disons, une efficacité économique? On sait qu'il y a des frais généraux à 17% pour la sécurité sociale à 3-4%. Voilà ma question. Oui, alors ça rejoint, ça marche là. Ça rejoint la question de votre camarade. La protection sociale, c'est une très longue histoire, une très longue bataille. Donc, les premiers mouvements de protection, c'était à l'initiative de corporations, également de structures de l'Église. D'ailleurs, historiquement, la protection sociale et l'enseignement, ça devait être l'Église. Enfin, ils en avaient profité pour acquérir des biens, etc. Bon, donc là, on est bien après la Révolution.
et il s'agit de faire des protections. Alors, la protection sociale, c'est le début du mouvement ouvrier, le mouvement ouvrier moderne, donc dans la période industrialisée. Ça repose sur le syndicat, la mutuelle et souvent la légalité alcoolique. Donc, il y a toujours cet aspect-là. L'interdiction du syndicalisme, c'est jusqu'en 1960, l'interdiction des syndicats. Bon. Donc, souvent, il s'était créé aussi sous la forme sous le fonds mutuel. Une fonds mutuelle pour aider en cas de maladie, vieillesse, etc. Et également, ça servait des fois pendant les grèves. Donc c'est extrêmement contrôlé. Donc on arrive dans les années après la Première Guerre mondiale, où il y a les premières lois sociales qui s'appliquent par tout le monde, qui sont structurées auprès des entités économiques qui s'étaient créées, qui s'appelaient mutuelles, qui dépendaient certaines de l'église, qui dépendaient de corporations, etc., et qui chacun avait une certaine logique. Pour un syndicat créer sa mutuelle, c'était aussi une façon d'avoir du poids. Bon, donc, alors, il y a la comparaison qui est très importante, c'est ce qui se fait ailleurs. Et la première sécurité sociale, c'est malheureux, mais c'est les Allemands. Hein, c'est le système bismarckien. Pourquoi le système bismarckien qui a donné donc un système de protection sociale à tous les citoyens et ceux qui rejoignaient donc l'empire de Bismarck, qui ont fondé l'Allemagne moderne, ils avaient besoin de ciment. Et cette protection sociale, ça a servi d'une part de ciment pour la Confédération allemande, ça a servi également à avoir des soldats en bonne santé, parce que les militaires ont toujours été parmi ceux qui étaient pour qu'on soigne les gens, parce qu'ils avaient besoin de soldats, et que les soldats qui arrivaient, qui avaient commencé à travailler à 6 ans dans les mines, quand ils arrivaient à 20 ans au service militaire, ils n'étaient souvent pas bons à grand-chose. Donc il y a tout cet aspect-là, hein, qui fait qu'il y a un besoin. Également, les systèmes de sécurité, de retraite qui avaient existé avant la guerre de 14 et avant la guerre de 40, qui étaient des systèmes par capitalisation, ont été totalement ruinés par les dévaluations et les frais de guerre. Donc, il est apparu que le seul système qui vraiment garantissait un paiement des besoins, c'était la répartition immédiatement. C'est-à-dire, on cotise pour ceux qui sont nés avant nous et pour les soins, et on le reçoit au moment de la retraite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cotisation sur les retraites, puisqu'on l'a déjà payé quand on était à l'activité. Voilà. Donc, il y a un certain consensus quand même entre une partie de la droite et du patronat sur le besoin d'avoir des gens en bonne santé, et avec le besoin et la revendication des couches populaires. Donc, voilà pourquoi on a quand même réussi à imposer ce système. Alors, il y avait donc des mutuelles qui existaient, qui ont voulu quand même continuer à exister. Il leur a été laissé une part. Bon, certains ont refusé d'être dans le système complet. Donc, la première organisation de la sécurité sociale, il y a une branche salariée. Dans la branche salariée, il y a les régimes spéciaux qui existaient déjà, qui étaient certains avec des avantages supérieurs, un fonctionnement démocratique également. Et de l'autre côté, le régime agricole, puisque les syndicats agricoles ont refusé l'intégration de la sécurité sociale. Et ensuite, les grands perdants, hein, ça a été quand même les petits artisans et commerçants qui disaient nous, on a beaucoup de sous, on a les moyens, on va s'arranger, on va avoir des assurances. Résultat, dans les entreprises, les PDG et les directeurs, ils se sont tous mis à la sécurité sociale et il n'est plus resté dans les régimes des non-salariés que ceux qui gagnaient pas grand-chose. Dit que dès qu'une entreprise devenait un peu importante, les PDG se mettaient à la sécurité sociale avec leur statut particulier. Ça convient, ma réponse? Oui, non, mais sur la Sécu,
au moment de la constitution de la sécurité sociale. Ça, c'est aussi une page de notre histoire, et une page de notre histoire syndicale. Lorsque la Sécu a été créée, il y a eu un vrai débat dans la CGT. Parce qu'il y avait toute une série de camarades et militants de la CGT qui avaient déjà obtenu dans leur entreprise ou dans leur branche des conditions qui étaient plus favorables que la sécurité sociale qu'on venait de construire. Et ils n'étaient pas d'accord. Donc il y a eu débat dans la CGT sur ces questions. On avait un socle général, mais d'autres se sentaient lésés parce qu'ils avaient pu conquérir précédemment. Et puis, il y avait les régimes spéciaux. Et je rappelle quand même qu'à la constitution de la sécurité sociale, on a dit que le régime général devait rejoindre les régimes spéciaux. C'était ça qui était prévu. C'est l'inverse qui s'est passé. Mais l'objectif au départ, dans la constitution de la Sécu, c'est que le socle général doit rejoindre le niveau des régimes spéciaux. Et puis, la Sécu, elle était gérée essentiellement par les travailleurs. Et ça, au fur et à mesure, ça a été remis en cause. Et il y a eu les ordonnances de 67 de De Gaulle, et l'éclatement de la Sécu. Et depuis, sans arrêt, les attaques contre la Sécu. Et l'abandon des élections, etc., etc. Mais en même temps, ce qui est important, et c'est ce qui ressort du film, et Michel Pigenet le dit à un moment, et je crois que c'est très important, c'est que malgré toutes les attaques qui ont été portées par le patronat, par la bourgeoisie depuis 1945, la Sécu, elle est toujours là. Le socle, on l'a préservé. On s'est battu. C'est pas au niveau qu'on veut. Ils ont mis des trous dans la raquette, mais c'est toujours là. Et ça, c'est une question majeure dans la période actuelle. Ils n'ont pas réussi à liquider les conquêtes sociales de 1945. C'est toujours là. Et on y est pour quelque chose. On s'est battu. Et en même temps, par rapport à nos objectifs, quand la CGT dit qu'il faut remettre à l'ordre du jour la reconquête de la Sécu, je pense que ce film, il démontre ô combien on doit se battre pour reconquérir la Sécu de 1945. Reconquérir la Sécu aux travailleurs, la Sécu de 1945. Je pense que ça, c'est un élément qui ressort du film et qui ressort de ce qu'on vient de voir. C'est toujours là, on a pris des coups. Ben oui, l'objectif pour nous, c'est de reconquérir la Sécu de 1945. La Sécu, elle est à nous, comme on dit. C'est notre Sécu. Donc, c'est un objectif qui peut sembler parfois difficile, mais en matière de syndicalisme, il faut être parfois un peu utopique et puis il faut se fixer des grands objectifs, c'est nécessaire pour la période qui s'ouvre. Et voilà, je crois que le film qu'on a vu est très très intéressant parce qu'il démontre clairement que le socle de 1945, il est toujours là, malgré toutes les attaques. Il est là. Et là, ça, c'est vraiment la question essentielle. Malheureusement, l'unité de la classe ouvrière, elle ne se fait pas comme on voudrait qu'elle le soit. Peu de gens le sachent, mais en 1936, les salariés de PTT n'étaient pas en grève parce qu'ils avaient déjà les acquis que d'autres demandaient, notamment les congés, et puis un certain nombre de couvertures. C'est jamais très simple. Après, moi, ce que j'ai retenu un peu de ce film, c'est la grande unité qui peut se former entre les gens, entre même des gens de différents horizons, à partir d'un socle vraiment à gauche, et qui peut renverser les choses. C'est ce qui fait que la Sécu et le programme, il est voté carrément à 80% entre la MRP, la SFIO, le Parti communiste. C'est un socle énorme. Ensuite, ce qui a manqué peut-être après les accords de Péreux, et qui aura failli arriver après, à la suite de la fin de la guerre, mais c'est un épisode peu connu, ce serait intéressant de le creuser, c'est qu'il y a eu une tentative venant du Parti communiste de réunifier le mouvement ouvrier avec la SFIO. Elle a échoué. Ça aurait été, je pense aussi, une possibilité d'aller beaucoup plus loin que tout ce qui s'est fait. Ensuite, et je trouve dommage dans le film, bon, après je comprends, c'est sur le CNR et tout ça, ça aurait été bien de s'arrêter à cette période où il y a beaucoup d'élections en 1945. Il faut savoir que, bon, il y a la période où il y a la
la consultante. Puis après, il y a 2 élections. Et ces élections, De Gaulle avait exigé que ces élections elles soient suivies d'un référendum. C'était l'élection de constituante. Il y a eu 2 élections à la constituante. Et alors là, ça répond à une question qu'avait pas répondu le CNR. Dans la première constituante, elle avait prévu le droit à l'autodétermination des peuples colonisés. Cette constituante, à force, De Gaulle l'a combattue parce qu'elle était trop démocratique, elle a été battue à 1% près. Et donc il a fallu remettre alors que sur les termes de période d'unité, essayer de construire, remettre en place un nouveau texte, élire une nouvelle constituante, où là, ceux qui avaient été timorés ont été affaiblis, notamment la SFIO, qui avait été trop timorée. Le Parti communiste reprend du poil de la bête, mais cette constituante qui en sort, pour qu'elle sorte réellement, a été éliminée la question des colonies. Voilà. En sous-pesant un compromis, on garde la sécurité sociale et tous les acquis. Voilà. Et après, l'histoire, on la prépare auparavant, on le voit dans quelles conditions ils préparent ça. C'est un moment d'invention à chaque fois. On invente la sécu, mais on invente autre chose. Torres on revient sur l'idée de la révolution par la force, la révolution prolétarienne. Il arrive et dit maintenant, eh bien, on va faire des élections. Et voilà. Ça aussi, c'est le changement. Et c'est pas rien, parce que venant d'un mouvement qui était fortement imprégné par l'histoire de la révolution russe, par la force et tout, ça a été une sacrée avancée. Et moi je dis aujourd'hui, merci à Torres. Même s'il a fallu dire, eh bien, on ne peut pas voter et avoir les armes en même temps. Voilà. Et ça a permis quand même qu'aujourd'hui, on a ce socle qui a été pris majoritairement. Mais ça serait important souvent de rentrer dans le détail. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment on a pu éviter cette question des colonies. La droite y était opposée, n'en voulait pas. Le peuple français, dans l'élection de la constituante, le référendum qu'il y a eu après, parce que la constituante était élue, elle proposait un texte qui était soumis au référendum, ce qui n'était pas normal. Eh bien, au référendum, elle est battue. Et elle a refait une constituante. Et il y a eu une centaine d'énervements de la population, parce qu'après, il fallait qu'il en sorte une constituante, et après faire des élections législatives. C'est tout un processus très court, en même temps que tout ce qui se fait là. Donc ça serait intéressant de le savoir aussi. On le voit nous-mêmes, quand on évite des percées quand il y a des élections, et quand elles se produisent à la suite. Et notamment avec l'usage du référendum, qui peut être terrible. Voilà, c'était pour... il y a 5 élections majeures sur 3 ans, entre la première qui est avant la fin de la guerre, c'est-à-dire en avril 1945, ce sont les municipales, où malgré qu'il y ait des listes uniques de la résistance, on voit quand même revenir largement la droite. À Pau, par exemple, où il y avait une liste d'union de la résistance, eh bien, au premier tour, il n'y a eu aucun élu de gauche. Et il y a eu un élu de gauche au deuxième tour, parce qu'il a eu le temps de revenir de déportation, et que c'était le dirigeant de la section paloise, l'élu socialiste. Et voilà. Donc ça confirme ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est assez complexe, et tout ça, c'est avec également l'aspect international, puisque il était évident que les gaullistes plus les Américains, on ne faisait pas le poids. Alors tout le monde a rendu les armes, mais enfin, ils sont sortis quand même souvent, surtout les vieilles. Autre question. Oui, donc je voudrais revenir un petit peu sur ces conquêtes sociales qui sont effectivement extrêmement importantes. On a parlé de la sécurité sociale, c'est sûrement, je pense, la plus importante de cette période. Il y a effectivement aussi le statut de la fonction publique, ça a été dit. Il y a les conventions collectives dont l'aboutissement a été jusqu'en 1950, puisque c'est là où toutes les conventions collectives avec notamment, comment dire, je vais trouver le terme que les conventions nationales ne veulent pas, enfin les accords locaux ne veulent pas déroger en moins 10 ans sur les accords nationaux, la hiérarchie des normes, voilà, merci. Mais je voudrais revenir un peu sur la Sécu. Parce que la Sécu, effectivement, on parle d'Ambroise Croizat qui a, en tant que ministre,
créé la sécurité sociale, je pense qu'il faut aussi revenir et rendre hommage à Georges Buisson, parce que le créateur en fait de la sécurité sociale, tel qu'on la connaît, même si son projet est encore bien plus intéressant que celui qui a vu le jour en 1945, c'est Georges Buisson, militant de la CGT, qui dans la CGT clandestine ont travaillé et ont mis en œuvre tout le plan de la sécurité sociale. Je pense que cette conquête majeure, tous les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de la remettre en cause. Donc Alain a parlé des ordonnances de 67 qui séparaient les risques, même s'il n'a pas pu aller jusqu'au bout puisque la sécurité sociale reste encore entière. Il y a eu la CG qui vise à déconnecter les cotisations, c'est-à-dire le salaire différé, en fait à mettre un coup de poing dans le salaire différé. Il y a eu Juppé, même s'il a reculé sur certains plans, il a quand même fait adopter par l'Assemblée nationale de l'époque le droit de regard de l'État sur le financement de la sécurité sociale, et on voit encore aujourd'hui, avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est l'État qui décide quel est le montant qui sera alloué à notre protection sociale, et c'est donc en contradiction avec l'article 1er qui dit que la sécurité sociale visera à satisfaire tous les besoins liés à la maladie, au danger de la vie, etc., à la retraite. Donc ça c'est un point important, et on l'a vu d'ailleurs, y compris tout récemment, avec les débats sur le projet de financement de la sécurité sociale, comment les choses se mettent en place et comment l'État veut diminuer ce budget qui, rappelons-le, c'est à peu près 700 milliards, si je me trompe, de budget annuel, c'est bien plus important près du tout que le budget de l'État. Donc vous voyez cette manne financière que représente le budget de la sécurité sociale. Pour répondre un petit peu aux histoires des mutuelles, il suffit de voir comment les mutuelles se sont développées entre 1945 et 2014, avec la diminution des droits et des remboursements, et bien sûr, plus on diminue les remboursements, plus les mutuelles se développent. Enfin, pour terminer, je ne veux pas être très long, je voudrais quand même revenir sur un point qui me semble moi le plus important, au final, c'est que tous ces acquis sociaux, on essaye de les remettre en cause. Et ça veut dire que tant qu'on ne démantèlera pas le système capitaliste, toutes les conquêtes nous seront disputées. Et là, j'en reviens à cette période-là, qui est quand même difficile, y compris pour tous les acteurs principaux. Mais je pense qu'on ne peut pas dédouaner le rôle essentiel du Parti communiste sur le fait qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Lorsque Torres dit un seul État, une seule armée, une seule police, c'est-à-dire qu'il restaure l'État bourgeois, l'État qui met en place le système capitaliste, et lorsque quelques temps plus tard, il dit il faut savoir arrêter une grève, il faut produire, je pense qu'il y avait une occasion d'aller beaucoup plus loin, de mettre à bas le gouvernement qui était complètement déconsidéré avec l'État français de Pétain, et la bourgeoisie était complètement laminée puisqu'elle s'est vautrée dans la collaboration. Donc je pense qu'il faut aussi tirer les leçons de ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois il faut aller le plus loin possible dans l'attaque contre le capital. Et lorsqu'on dit aux milices armées qu'il faut rendre les armes, je pense que là aussi c'est une erreur politique. Et je pense qu'il faut aussi se dire qu'à chaque étape, et je pense que c'est une leçon actuelle, et on le voit aujourd'hui avec les discussions qu'il y a, et notamment le programme du nouveau Front Populaire, je pense qu'on a tout intérêt à aller plus loin, et dès qu'on peut mettre un coin dans l'État bourgeois et l'État capitaliste, il ne faut pas hésiter à aller le plus loin possible. Voilà. Et que ça nous serve de leçon aujourd'hui, où on est confronté à des problèmes un peu similaires, avec une remise en cause des acquis qu'on n'a jamais eu depuis 1945, je crois. Et donc la nécessité de l'unité, mais l'unité doit se faire sans les partis de droite qui défendent l'ordre établi. Et je pense que c'est ça la leçon. Et la leçon, elle a tiré en 1936, il y a une unité des partis de gauche contre les partis de droite. Et là aussi, c'est pareil, il faut tirer cette leçon de cette période ô combien difficile, mais ô combien riche aussi en acquis, parce qu'il faut effectivement garder ces acquis sociaux importants. On va pas faire prolonger trop longtemps parce qu'on va terminer à 5 ou 6. Il y a un coup à boire. Bon, c'est des débats très larges ici. Oui, merci Alain. Juste un petit mot. Patrick a brièvement tout à l'heure fait référence à l'unité dans le cadre du CNR, et on voit dans le film, là, notamment à travers les propos de Claire Andrieux,
elle met en avant que c'est l'aspect finalement nationaliste qui a permis le ciment entre ces différentes forces, y compris avec les forces de droite. Dans quelle mesure, en fait, ce qualificatif est quand même connoté aujourd'hui? Est-ce qu'il était revendiqué, ou est-ce que les membres du CNR se revendiquaient plutôt comme des forces patriotes? Alors, voilà, parce qu'il est utilisé 2 fois ce qualificatif, et c'est vrai que ça peut interroger, à mon avis, est-ce que donc les forces se reconnaissaient dans ce terme nationaliste, et c'est ça qui faisait le ciment, ou bien le rejeter? Dans quelle mesure c'est justifié son usage? Pour moi, la forme nationaliste, si tu veux, la plus forte, c'est celle CDN. C'est-à-dire que si il s'est constitué dans tous les départements, dans tous les coins des comités départementaux de libération, c'était bien pour affirmer l'indépendance de la France. Alors, on va passer. Tu voulais répondre là-dessus? Non? L'indépendance de la France pour nos amis. Parce que les amis, vous le savez très bien, quand ils arrivent et qu'ils s'installent, souvent ils ne repartent pas. Donc, le fait qu'il y ait eu une unité de tous les courants de la résistance pour qu'il y ait des autorités, immédiatement quand les Allemands étaient partis, qui puissent accueillir nos amis américains et leur dire merci d'être venus, au revoir, c'était une chose très importante auquel De Gaulle était tout à fait là-dessus. Bon. Également, c'est quand même des compromis. C'est-à-dire que s'il y a eu des nationalisations, parmi les nationalisations, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui avaient absolument besoin d'être recapitalisées par les finances publiques. Parce que pour le capitalisme, mettre son argent pour refaire les lignes de chemin de fer, c'est pas très rentable. Tandis que des lignes de chemin de fer qui sont refaites par la nation et qui ensuite sont exploitées, parce que même s'ils sont nationalisés, il ne faut pas oublier que les nationalisations n'ont pas été une spoliation. Les actionnaires ont été indemnisés. Les actionnaires de la SNCF ont touché des dividendes pendant pas mal d'années. Il y a cet aspect qui est aussi important. Le poids des Américains, le poids du capitalisme qui n'était pas perdu, le poids de l'Église, le poids de la droite, etc. Donc ceux qui étaient aux commandes à ce moment-là, ils ont essayé de faire pour le mieux. Il y avait aussi l'exemple de la guerre civile en Grèce. C'était pas évident parce que ceux qui rentraient dans un mouvement de résistance, ceux qui se sont engagés à partir du débarquement, etc., ils ont été là où ils pouvaient aller. Et il y avait aussi bien des communistes dans les mouvements de droite, des gens de droite dans les FPP, et ils étaient là pour la libération. Ils n'étaient pas là pour faire la guerre civile. Donc, voilà, certains éléments, c'est très large. Marcel, qui désespérait pas. Oui, non, c'est tout ça. Bon, ça a été dit, c'est que ça a été plus ou moins dit. Mais la question, moi je ne suis pas d'accord avec Alain quand il dit le socle de la sécurité sociale reste. Non, c'est pas vrai. On le voit bien actuellement avec le vote à l'Assemblée nationale, puisque c'est une partie étatisée de la sécurité sociale. On le voit bien où ils vont remettre en cause beaucoup de remboursements et de prise en charge par la Sécu, mais le socle il s'effrite. On est beaucoup plus, à mon avis, on est beaucoup plus sur la vision de Kessler, actuellement l'ancien numéro 2 du patronat français, que sur la vision Ambroise Croizat. Donc le socle il s'effrite. Et bon, et nous-mêmes, militants, on voit bien les difficultés pour en 86, moi je me souviens, nous étions à Paris pour sauver la sécurité sociale. Nous étions en 1986 1 million de manifestants. Et le soir même, Chirac, je crois que c'était Chirac, oui, retirait le projet avec son ministre, oui. Non, en 86. Je crois que c'était 86. Nous étions 1 million. Et le soir même, le projet était retiré. La question, moi je pense,
on le voit, et si vous suivez, moi je suis tous les jours le débat à l'Assemblée nationale sur le financement de la sécurité sociale, on voit bien que petit à petit, ils remettent en cause ce conquis de la libération. Et donc, on est plus sur Kessler, je le répète, on est plus sur les visions de Kessler que sur les visions y compris du CNR et d'Ambroise Croizat. Passe à ton voisin, ta voisine. Il faut quand même qu'il y ait une fille qui parle quand même. Oui, Alors, mais vraiment, très rapidement, moi ce qui me frappe beaucoup, d'abord je voudrais te remercier parce que ton intervention, ton exposé avant le documentaire était vraiment d'une richesse et mettait vraiment l'accent sur la complexité de ce processus et sur des conclusions vraiment complètement en phase avec ce qu'on vit actuellement. Moi je partage complètement ce que tu dis et ce que plusieurs ont dit dans la salle. Le documentaire aussi met vraiment l'accent sur la complexité et sur plusieurs aspects, donc j'ai promis que je faisais très court, donc je vais vraiment pas les développer, mais là, les deux qui me frappent le plus, c'est la question de la concorde, hein, c'est-à-dire ce moment dans l'histoire où des hommes et des... Alors, oui, malheureusement des hommes, mais comme en petite main, il y avait des femmes aussi, hein, et dans la résistance, il y en avait énormément. Se mettre d'accord pour une vision progressiste du lendemain, parce que c'est vraiment, c'est ce que Claire Andrieux dit beaucoup, et les autres aussi d'ailleurs, ils construisaient le lendemain dès 1943, donc c'est quand même, quand on se souvient comment était la France à ce moment-là, c'est fort. Et le deuxième aspect qui me frappe beaucoup, c'est d'ailleurs beaucoup porté par la question de la Renaissance française, l'état général de la Renaissance française, c'est l'aspect national et l'aspect local. Et si on ne traite pas cette question-là, elle va nous revenir vraiment en pleine figure aujourd'hui aussi. Il ne suffit pas de se mettre d'accord au plan national sur un programme si les hommes et les femmes au niveau local ne se battent pas pour exiger sa mise en place. Hein, c'est ce qui s'est fait avec les cahiers de doléances qui ont été rédigés. On n'avance pas. Donc voilà, ces deux aspects sont importants. Et puis on est à la veille d'élections, hein, dans les années qui viennent. Il faudra s'en souvenir et se mobiliser à ce moment-là. Alors encore une intervention. Enfin, une jeune femme. Bon, une jeune. La parole est à Il y avait le monsieur avant. Je vais être le plus court possible. Et j'aurais qu'une seule question. Après, je pense que ce sera assez complexe d'y répondre. Mais qu'est-ce qui a permis une telle remise en cause de droits auxquels pourtant la plupart des Français ont toujours été attachés, quoi. Et Ça s'appelle la lutte des classes. même de la part de la gauche, quoi. Je veux dire, la gauche, on dirait, à partir de François Hollande, elle a tenu un discours complètement différent. Après la gauche, la SFIO. Et puis aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a un facteur qui joue. Dans les usines ou dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui conservent une conscience de classe, mais il y a beaucoup de gens démobilisés, qui sont un peu intoxiqués, je pense, après, par la télé, par... il y a une espèce de contre-révolution, en fait, qui est menée depuis... Et pourquoi à ce moment-là? Après, je sais que c'est compliqué sans doute d'y répondre, mais je la pose quand même, je pense qu'elle vaut la peine d'être... Voilà. Je pense que ça peut expliquer, je sais pas. Voilà. Moi, voilà ça. Je ne vais pas répondre, hein, c'est vraiment très complexe. Ouais. Mais il y a une... Ah pardon. C'est une réponse. Non, voilà. C'est juste qu'il faut se rendre compte que la société actuelle est très différente de celle des années de guerre. Ce n'était pas une société de consommation comme nous le sommes devenus. Ça, j'en suis persuadée. Et un individualisme où chacun essaye peut-être, même quand il est en difficulté, de boucler la fin du mois, de s'occuper de ses enfants, de faire tout à la fois. Alors, je vois que vous êtes sceptique, mais je pense quand même que entre ça, les moyens de communication, de désinformation et pas le temps de réfléchir, en fait,
Je crois que c'est un des facteurs. Ça peut être. Je ne dis pas que ça l'est. Alors la dernière intervention, sera pour Camille. Merci pour l'organisation de la soirée. Peut-être une explication, c'est que j'ai appris qu'en 1945, il y avait, donc, comme disait le camarade tout à l'heure, il y avait 5 millions de syndiqués à la CGT. Et aujourd'hui, il y en a 600 000. Déjà, ça peut aider à comprendre un peu le rapport de force et le fameux lutte des classes. Moi, ma question, j'ai découvert le fonctionnement de la sécurité sociale beaucoup avec le film de Gilles Perret qui s'appelle La Sociale. Comme le disait pareil, le camarade tout à l'heure, ce serait bien que les gens de ma génération sachent d'où nous viennent nos conquis sociaux, qui s'est battu pour ça et quel prix a été payé pour ça, et comment ils sont fragiles, et que ça reste des conquis et qu'ils ne sont pas toujours, ils sont peut-être pas toujours là, qu'il faut se battre pour. Et donc dans ce film-là, j'ai appris que justement la sécurité sociale au départ était gérée par les affiliés eux-mêmes. Et il y a quelque chose qui reste obscur pour moi, parce que je connais pas toute l'histoire de la sécurité sociale, mais c'est ce processus de dépossession par les personnes de leur bien qui est la sécurité sociale. Donc moi ma question c'est ça en fait, j'aimerais bien qu'on explique comment on en est arrivé à perdre le pouvoir sur la sécurité sociale et comment on peut exiger de le retrouver. Voilà. Bon, j'ai pas la prétention de faire une conclusion sur tous les sujets, mais force est de constater qu'on n'est plus aujourd'hui dans la même situation qu'à la Libération. La Libération, il y a le poids du mouvement ouvrier organisé, il y a le poids du mouvement syndical. On n'est pas dans la même situation aujourd'hui. Hein. Une CGT à 5,5 millions d'adhérents, moi ça me fait rêver. Hein. J'aimerais. Parce qu'avec 5,5 millions d'adhérents, je pense qu'on aurait un rapport de force qui serait tout autre. La question de la Sécu, c'est pour moi certainement la plus belle conquête du mouvement ouvrier. Et d'ailleurs, on le voit tous les jours. Quand vous voyez des reportages aux États-Unis avec des gens qui sont obligés de vendre leur maison pour se faire soigner, vous mesurez l'importance de cette conquête sociale. Elle est considérable. Et le capital, il a une envie extraordinaire de mettre la main sur tout ce que représente la manne financière de la santé. Et ça date pas d'hier. En 1945, en quelques semaines, et grâce à la CGT, on a monté partout dans les départements les caisses de sécurité sociale. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est la CGT qui a monté les caisses de sécurité sociale. Dans tous les départements. On avait une force militante considérable et un rapport de force. Et puis, si on regarde au fur et à mesure l'évolution de la situation économique et politique au lendemain de la libération, le rapport de force, il n'a pas été le même. Le capital, il a repris l'offensive. Et il a repris fortement. La lutte des classes ne s'arrête jamais. Jamais. La sécurité sociale, au départ, elle était gérée par les organisations syndicales, par les travailleurs. Au fur et à mesure, on a remis en cause, on est arrivé à la parité. Ensuite, l'éclatement de la Sécu, organisé par De Gaulle, il a pris sa revanche, De Gaulle. Hein. Il a éclaté la Sécu. Et puis, au fur et à mesure, aujourd'hui, oui, le budget de la Sécu, il dépend de l'État, il est contrôlé par les PLFS à l'Assemblée nationale, et au fur et à mesure, on remet en cause. Alors, quand j'ai dit le socle de la Sécu est toujours là, oui, parce que si on est malade, on est toujours soigné et on est remboursé. Moins bien, mais ils n'ont pas liquidé la Sécu. Mais il faut être conscient qu'ils veulent liquider la Sécu. Leur objectif, c'est de liquider la Sécu, comme de liquider les retraites. Et de tout transférer aux assurances privées. C'est ça leur objectif.
alors à partir de là, on est quand même face à des sacrées responsabilités. Oui, effectivement, si les organisations du mouvement ouvrier avaient été au cours de ces décennies plus combattantes sur un certain nombre de choses, et si elles avaient été en mesure de rassembler plus de force, peut-être qu'on n'en serait pas dans cette situation-là. Plus le mouvement ouvrier s'affaiblit, bah plus le capital porte des coups, hein. Et il y va. Ah oui, c'est la vie, c'est la lutte des classes. C'est comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, et on l'a vu quand même sur la question des retraites, et demain sur la Sécu, s'il y a quelque chose qui peut rassembler et fédérer, y compris dans la lutte, c'est la question de la Sécu et c'est la question des retraites. Et donc, moi je suis convaincu qu'on est à la veille de combats très importants sur la question de la sécurité sociale, parce que c'est une question essentielle. Alors, juste pour terminer, on ne fera pas l'histoire. Bien entendu, nous on est des militants de l'histoire sociale, donc on est là pour s'interroger, pour poser des questions. Et il est quand même intéressant de voir, oui, c'est une période d'une immense complexité, avec des hommes qui ont été courageux, parce qu'ils ont combattu dans des conditions ô combien difficiles et beaucoup n'en sont pas revenus. Donc, voilà, l'honneur de cette période, c'est l'honneur de la classe ouvrière. La classe ouvrière, elle a été dans la résistance, elle a été dans le combat. C'est l'honneur du pays, c'est la classe ouvrière. Ça, c'est le premier point, mais il est pour moi essentiel. Ensuite, moi, je me suis beaucoup, en étudiant, en lisant, posé la question que plusieurs camarades se posent à juste titre, est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Alors, j'ai tendance à le penser. Mais on ne refait pas l'histoire. Les historiens peuvent aussi s'interroger, je pense qu'ils sont déjà interrogés sur cette question. Oui, incontestablement, quand les masses sont en mouvement pour imposer leurs revendications, et qu'on a aux élections une majorité Parti communiste et SFIO, on a là, courte majorité, on a là une opportunité de dire on rompt avec la bourgeoisie, on rompt avec ceux qui veulent reconstruire l'État bourgeois. Encore faut-il en avoir la volonté. Encore faut-il en avoir la volonté. Bon. On était sur la continuité du CNR, dans le compromis, etc., etc. C'est une vraie question au regard de l'histoire. Alors là, on est dans les supputations. Mais c'est une vraie question, je pense que ça mérite de s'interroger. Est-ce qu'on est à passer à côté d'une formidable occasion d'aller plus loin? Dans une situation où, moi j'ai la faiblesse de penser que les masses étaient prêtes à aller plus loin. C'est ce que je pense. Les masses étaient prêtes à aller plus loin. Donc ça, c'est une question légitime. Quand on fait de l'histoire sociale, il faut aussi poser ces questions. Ce n'est pas des questions auxquelles on apporte des réponses. C'est des questions qui permettent de s'interroger sur ce qui s'est passé à ce moment-là et qui donnent tout le sens au travail que l'on fait. Quand on fait de l'histoire sociale, on n'est pas là pour raconter l'histoire telle qu'on aurait aimé qu'elle se soit passée. On raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée. Et je dirais même, pour reprendre, c'est André Giglet qui dit souvent dans l'IHS, quand on fait l'histoire sociale, il faut toujours avoir un œil critique. Parce que sinon, on n'est pas bon. Oui, en même temps, tout en disant chapeau à ce que certains ont fait, il faut avoir un œil critique. Pour dire, ah oui, peut-être que là, il y avait d'autres ouvertures, peut-être que là, on aurait pu faire d'autres choses. Et ça alimente le débat et la réflexion. Le dernier point, c'est qu'effectivement, je pense que aucune période n'est comparable à une autre. Marx disait quand même que celui qui ne connaît pas l'histoire s'apprête à la revivre. Pas forcément pareil, mais il s'apprête à la revivre. Donc il y a des enseignements utiles à tirer de cette période et qui sont très utiles pour nous. Le premier enseignement qui me vient à l'esprit, c'est que rien ne peut se faire sans l'intervention des travailleurs. Rien. Et toute la période qu'on a étudiée aujourd'hui le démontre. Mais c'est en pleine actualité pour maintenant. Y compris même si il y avait eu un gouvernement du Front populaire,
pour appliquer le programme du Front populaire, il faudrait l'intervention des salariés, l'intervention des travailleurs. Rien ne viendra tout seul. C'était vrai à la Libération, c'est tout aussi vrai aujourd'hui. Intervention des travailleurs, indispensable. Et puis, l'unité du mouvement ouvrier, bien sûr. L'unité du mouvement ouvrier, c'est une question éternelle. Alors, l'unité, c'est pas l'addition de sigles. L'unité, c'est un mouvement profond qui fait l'unité sur le terrain de la lutte et sur une orientation qui permet d'aller plus loin et de construire un rapport de force plus favorable pour conquérir. Et je pense qu'aujourd'hui, la question qui nous est posée, par temps politique mais également syndicale, c'est bien sûr construire, renforcer les organisations, construire le rapport de force, mais on a vraiment besoin d'aller vers des luttes offensives et gagnantes. On est sur le terrain de lutte défensive et qu'on ne gagne pas depuis un certain temps, il faut quand même tracer la perspective d'y aller, de rassembler, d'avancer pour aller vers des luttes offensives et gagnantes, parce que le mouvement ouvrier et les masses, elles ont besoin de luttes gagnantes. Hein. Elles ont besoin de luttes gagnantes, parce que sinon, effectivement, à terme, il n'y a plus de sécu. À terme, il n'y a plus de retraite. Et quand tout est privé, on est privé de tout. Voilà. Donc, effectivement, il faut y veiller et faire très attention.